Alors, je m'appelle Nicolas Stosskopf, je suis né il y a 68 ans. Je suis actuellement retraité, professeur émérite à l'Université de Haute-Alsace. Je suis né à Paris et j'ai passé les 25 premières années de ma vie à Paris. Mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle en Alsace comme professeur de collège, de lycée et finalement d'université. Je suis aussi le petit-fils de Gustav Stosskopf, qui a joué un grand rôle dans la culture alsacienne comme peintre, auteur dramatique, galériste, journaliste, et le fils de Gustav Stosskopf, architecte et également auteur du théâtre alsacien. Mais je dois dire tout de suite que, ayant passé les 25 premières années de ma vie à Paris, je ne suis pas dialectophone. Je me sens quand même alsacien, donc effectivement, mais enfin c'est quand même quelque chose qui quelque part me manque quand même. Surtout comme héritier, si vous voulez, familial de cette histoire, quoi. Je viens de publier un livre pour le 150e anniversaire de la naissance de mon grand-père sur la correspondance qu'il a entretenue avec sa mère pendant ses années d'études à Paris. Et on voit vraiment naître dans cette correspondance cette conscience alsacienne. On voit naître cette conscience alsacienne parce que d'abord ils écrivent en français. La correspondance est en français, mais Gustave est assez mal accueilli à Paris. D'abord il a un fort accent alsacien, et donc on suppose, même s'il ne le raconte pas beaucoup à sa mère, qu'on se moque de lui. Et cet accent alsacien transparaît dans ses lettres. Il passe la toine, Théouyenne par exemple. Et puis surtout on lui reproche d'être un Allemand et de ne pas opter pour la France. Et on l'empêche, par exemple, d'entrer à l'école des arts décoratifs parce qu'on exige de lui qu'il opte pour la France. Et alors sa mère, qui est, elle, républicaine, qui a été élève de Jean Massé, qui est très francophile et très critique vis-à-vis du régime que les Allemands font subir aux Alsaciens à cette époque-là. On est en 1887, j'ai oublié de le dire, on est en 1887. Sa mère est indignée, évidemment, de cette situation. Et elle laisse éclater ce mot, cette phrase, elle dit « Finalement, avant d'être allemand ou français, nous sommes alsaciens ». Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit naître ce sentiment alsacien, cette conscience alsacienne, on le voit naître non pas là chez l'artiste que deviendra Gustave et qu'il apprend à être à ce moment-là, mais chez sa mère, c'est-à-dire dans le peuple alsacien véritablement. C'est une famille de petite bourgeoisie à Brumath. Le père de Gustave était tanneur, et on voit naître ce sentiment. Et ce sentiment, Gustave, visiblement, avec l'appui de sa mère qui l'encourage à ça, et qui au fil de la correspondance, disons, cultive en quelque sorte ce sentiment, Gustave, donc, sans doute, s'en imprègne, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'en imprègne hors d'Alsace, et au contact d'un milieu très cosmopolite d'étudiants à l'Académie Julian, qui était un haut lieu de l'enseignement artistique à cette époque-là. Et c'est là qu'émerge véritablement, à mon avis, cette conscience alsacienne qui va ensuite cultiver, et ce qui me paraît très important, et ce qui transparaît très nettement aussi bien chez sa mère que chez lui, c'est l'hostilité franche et nette au nationalisme allemand et français, au militarisme allemand et français, et la hantise d'une nouvelle guerre. Je pense que dans la famille, on parlait alsacien. Enfin, j'en suis même sûr qu'on parlait alsacien. Mais on s'efforce de parler français à cette époque-là, alors que l'allemand est devenu la langue officielle. Et Gustave, lui, il a suivi toute sa scolarité, en allemand, bien entendu. Et il a appris le français comme langue étrangère. Et il s'exprime, il écrit un français assez médiocre, c'est pas la marquise de Sévigné, j'en ai désolé, mais là, effectivement, on voit bien qu'il parle le français des Alsaciens, et sa mère aussi, qui a eu une éducation assez soignée. Son père aussi écrit en français, ils écrivent tous en français. Et curieusement, le petit frère qui est malade d'ailleurs et qui va mourir à 18 ans, lui, il écrit en allemand. Donc quand il s'adresse à son frère, il écrit en allemand. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les archives familiales,
c'est qu'on voit comment, donc là, à l'époque où il est devenu un homme public, hein, c'est-à-dire où il a fondé le théâtre alsacien, etc., ce qui est très intéressant, c'est de voir que la correspondance qu'il entretient, elle est d'abord à 180 degrés, c'est-à-dire il y a une correspondance aussi bien, pratiquement, je ne peux pas dire que c'est 50%, je ne dirais pas ça, quantitativement je ne l'ai pas mesuré, mais c'est une correspondance avec Paris, avec la France, et une correspondance avec Munich ou Berlin ou l'Allemagne, hein, et c'est une correspondance bilingue, et mon grand-père s'exprime, il écrit aussi bien en allemand qu'en français. Spindler lui écrit en français par exemple, hein. Avec d'autres, il s'exprimera en allemand, etc., etc. Ça, c'est évidemment très intéressant. Gustave revient en Alsace à la suite d'un échec. C'est-à-dire que son idée, c'était de faire carrière à Paris, de faire fortune et de rechercher la gloire à Paris, comme l'avaient fait certains de ses prédécesseurs, comme Henner, comme Schützenberger, etc., qui était son modèle et qui l'a beaucoup encouragé, à Schützenberger, Louis Schützenberger. Et il enregistre quelques échecs, notamment au Salon en 1894. Les tableaux, l'année d'avant, il avait eu un succès. En 1994, c'est un échec. Et donc, à ce moment-là, il rentre en Alsace. Et que faire, hein? Que faire? Se résoudre à être un peintre, comment dirais-je, de province, enfin, même si le terme n'est pas tout à fait juste, mais enfin, pour une clientèle qui est une toute petite clientèle à Strasbourg, hein, je pense qu'il ne pouvait pas s'y résoudre à une certaine médiocrité, parce que je pense qu'il avait rêvé un peu d'aller vers la gloire, hein. Et il n'y avait pas de marché de l'art en plus à Strasbourg. Et donc, c'est à ce moment-là que lui, il utilise ses autres talents, parce qu'il a des talents multiples, et qu'il il se fait connaître d'abord d'un public d'étudiants, d'artistes à la Melkicht, cabaret de la rue des Bouchers, où il a installé son atelier, hein, de peintre. Et il écrit des poésies, il publie des recueils de poésie, et c'est dans ce milieu, effectivement, qu'il rencontre les artistes et qu'il rencontre. Alors d'abord, on sait qu'il a rencontré Sattler, Joseph Sattler en 1892 à Brumath, ça j'en suis sûr. Il rencontre Martsolf, et sans doute après Spindler, donc justement au moment de son retour en Alsace, c'est-à-dire en 1894-1895. Hein. Et avec eux, donc, il participe aux images alsaciennes illustrées. Et là, on sait, je sais aussi, parce que j'ai écrit là-dessus, qu'il se rencontre donc à Saint-Léonard, notamment à Strasbourg aussi, bien entendu, à la Melkicht, etc. Et que là, ils commencent à phosphorer. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'ils sont tous au même niveau, c'est-à-dire qu'ils sont tous... Spindler a aussi fait 7 ans d'études, comme mon grand-père. Hein. Il a fait 7 ans d'études d'art, et il se retrouve un peu coincé dans ce milieu strasbourgeois. Et ils vont sortir, je dirais, ils vont sortir par le haut, hein, de cette situation. Alors, Gustav Stoskopf l'écrit dans un article plus tardif, ou dans des notes plus tardives, il dit « Nous avons élaboré un véritable plan. » Nous avons élaboré un véritable plan, un plan qui d'abord est un plan alsacien, ça je trouve ça très très important, hein, c'est-à-dire qu'on va explorer justement la voie alsacienne pour ne pas avoir à choisir entre la France et l'Allemagne, hein. Donc on explore cette voie alsacienne, donc c'est la revue alsacienne illustrée, c'est le théâtre alsacien, c'est le musée alsacien, et puis plus tard c'est la maison d'art alsacienne. Et mon grand-père a joué notamment un rôle tout à fait considérable et aujourd'hui occulté et oublié, d'organisateur de la vie artistique à cette époque-là, notamment en étant un des principaux organisateurs de l'exposition de novembre 1897 à l'Hôtel de Ville à Strasbourg, qui est un véritable manifeste des artistes alsaciens, où ils prennent le pouvoir, et des historiens d'art m'ont dit que cette manifestation était l'équivalent d'une forme de sécession, comme la sécession munichoise ou la sécession viennoise. C'est-à-dire que les artistes alsaciens décident de prendre leurs affaires en main et se grouper. Ça, c'est le cercle de Saint-Léonard. Et ça, c'est le résultat de ces rencontres sur lesquelles, pour revenir à votre question, on n'a pas des témoignages directs. Moi, j'ai simplement des lettres de Spindler où mon père a écrit, ce sont les premières, enfin on voit que ce sont les premières lettres, quoi, parce qu'elles sont datées 1895, donc on voit que ce sont les premières lettres. Je sais par exemple, par une lettre que
le premier meuble de Spindler a été fait pour Gustav Stosskopf et ce meuble, on l'a conservé dans la famille. Le cas alsacien est quelque chose qui, à ce moment-là, intéresse beaucoup à la fois les Français, bien entendu, avec l'esprit de la revanche, etc., mais les Allemands, savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire. Et donc l'émergence d'une culture alsacienne, à cette époque-là, a beaucoup intéressé les Français et a beaucoup intéressé les Allemands, et quelquefois a intéressé les Allemands de façon critique. Vous savez que le théâtre alsacien a été considéré par les Allemands comme une forme de sous-culture, je dirais pas vulgaire, mais enfin, qu'il y a eu des articles à ce moment-là qui disaient « mais non, c'est pas du tout ça qu'il nous faut à Strasbourg, il nous faut la grande culture allemande, il faut faire obstacle finalement à cette culture populaire ». Donc il y avait cette dimension populaire. Oui, le Hermer donc, a été créé en 1898, en novembre 1998 à Strasbourg, qui était effectivement une des premières grandes pièces données par le théâtre alsacien de Strasbourg. Et donc l'impact du Hermer a été tel que, vous savez peut-être qu'il a été traduit en français et joué à Paris avec un grand succès. Il a atteint la 150e représentation, et il a été joué à Berlin en traduction allemande. Donc il a été traduit en français et en allemand. Le Kaiser a assisté à une représentation à Strasbourg, il a beaucoup ri et il a malicieusement décoré mon grand-père de l'aigle rouge de 4e classe, ce qui était un clin d'œil, puisque vous savez que dans le Hermer, le maire cherche à avoir une décoration, et ce qui a évidemment compromis d'une certaine façon mon grand-père aux yeux des plus francophiles des Alsaciens. Comment dire, je pense qu'à partir de 1900, il va y avoir des attitudes qui vont être variables entre ceux qui vont être davantage du côté allemand, et surtout, vous avez parlé de Pierre Buchet tout à l'heure, certains qui vont tirer du côté français. Et moi, je défends l'idée que beaucoup de ces artistes, et notamment mon grand-père, n'ont pas voulu choisir, le fait d'être alsacien, le fait de cultiver cette voix alsacienne, c'était une façon de mettre à l'écart, si vous voulez, justement, les nationalismes français et les nationalismes allemands. Non pas pour s'inventer un nationalisme de substitution, c'est pas ça, mais avec l'idée de dépasser, justement, ces clivages. Donc, à mon avis, pour mon grand-père, même si là, je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette question, la guerre de 14 a certainement été une catastrophe. Et je pense que pour Spindler, dans son début de journal, on voit bien qu'au début de son journal de guerre, on voit bien qu'aussi il considère que c'est une catastrophe. Parce qu'effectivement, ils ont des amis du côté français, ils ont des amis du côté allemand, etc. etc. Et alors, c'est évidemment, comme historien, vous allez pouvoir me faire le procès d'anachronisme, mais je pense que ces Alsaciens, ces intellectuels alsaciens qui ont porté le flambeau alsacien, ils avaient un esprit européen. Et un esprit européen qui va émerger au niveau international après la guerre. L'européisme se développe après la guerre, mais que ces artistes alsaciens, ils étaient, par leur formation qui s'est faite, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mon grand-père a aussi une période à Munich, il a fait une partie de ses études à Munich. Donc il a été à Paris, il a été à Munich, ils avaient des amis allemands, ils avaient des amis français, ils côtoyaient tout le monde, ils étaient parfaitement à l'aise. Ils étaient parfaitement à l'aise dans cette interface alsacienne. C'est ça qui était, et pour eux ça devait être extraordinaire. Alors après 1918, moi je le dis toujours, c'est fini. C'est-à-dire que l'Alsace devient effectivement une province, ça devient, c'est pour ça que tout à l'heure le mot province n'était pas juste quand je l'ai utilisé, ça devient une province française. Bon, et mon grand-père a été parfaitement loyal, il a eu la Légion d'honneur, mais enfin ça c'est pas une preuve, mais enfin, il a été parfaitement loyal, comme il a été parfaitement loyal sous le régime allemand. C'était pas la question, si vous voulez. C'était pas la question finalement pour eux. En tant que peintre, si vous voulez, il est très original, très singulier, si vous voulez. Voilà, Stosskopf, on le reconnaît tout de suite, et puis
difficile de comparer à d'autres, mais sans doute, hein, les historiens d'art trouveraient des comparaisons. Mais je trouve que son rôle en Alsace, et il faut bien comprendre qu'il a très peu peint entre 1895 et 1900 et la Première Guerre mondiale. Hein. Il a très peu peint, c'est-à-dire qu'il a fait du théâtre, il a été l'organisateur des peintres alsaciens, il a créé la Maison d'art alsacienne et l'a dirigée, et puis il a fondé son journal, Straßburger Neue Zeitung, en 1909, qui était un très important journal libéral-démocrate. Hein. Libéral-démocrate, c'est-à-dire ni Zentrum, ni catholique, si vous voulez, ni socialiste. Hein. Donc c'est cette tendance de centre-gauche qui était le parti des protestants notamment. Il était protestant, je ne l'ai pas dit, mais il était protestant. Hein. Anticlérical, il y a le manifeste de lancement du journal est clairement anticlérical, mais parce qu'à ce moment-là, ce parti se positionne par rapport au Zentrum, qui est le parti catholique, et qui est devenu le premier journal à Strasbourg avant la guerre. Et il a été le patron de presse. Hein. Et donc, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est resté dans son atelier d'artiste en attendant, voilà, il s'est engagé véritablement, il est allé sur le terrain. Hein. C'est pour ça que moi je voue une certaine admiration quand même à ça. Il est allé sur le terrain, il a mouillé sa chemise, il a pris des risques et il a fait des choses que rarement les artistes font, quoi. Fonder un journal, et puis c'était un journal qui paraissait, alors là, un journal qui paraissait le matin, qui était livré à domicile, il y avait toute une organisation pour le mettre évidemment en œuvre. Et ce qu'on oublie effectivement dans les talents de mon grand-père, mais ça dépasse la culture alsacienne, c'est que c'était un formidable organisateur, quoi. Il était un formidable organisateur. Donc je crois que c'est surtout ça son rôle, hein, plus que le rôle de peintre qui évidemment nous intéresse aujourd'hui, mais voilà. Évidemment, après 18, tout change. Hein. Donc il a été un peu évincé, il a perdu le contrôle de la Maison d'art alsacienne, il était libéré d'un certain nombre de ses obligations et il s'est remis à la peinture à partir de 1916. Et dans les années d'après-guerre, il a encore écrit quelques pièces de théâtre, mais il n'avait plus les mêmes obligations, il s'est beaucoup plus adonné à la peinture, avec aussi, puisque j'ai l'occasion de parler là maintenant de cette carrière quand même formidable, à partir de 1930, il s'est illustré comme à Radio Strasbourg, donc en étant en présentant les soirées alsaciennes tous les dimanches. Hein. Et donc pendant 10 ans, quasiment, enfin jusqu'en 1939, il a présenté les soirées alsaciennes. Et il paraît que c'était très très écouté par les gens qui justement étaient très, très intéressés par cette culture alsacienne qui s'exprimait. Donc il a été un pionnier de la radio aussi, il a été un pionnier des médias. Hein. Et on a tendance souvent, moi ça m'irrite évidemment, quand on fait de mon grand-père, au vu de sa peinture et au vu de certains choix qu'il a fait avec ses amis Spindler ou autres, de défense de la paysannerie alsacienne, du passé, d'une image peut-être surannée. Il y a eu des livres et des critiques de ce type. Hein. Ça mérite quand on en fait un homme du passé, alors qu'il a été un pionnier des médias, qu'il a créé un journal, qu'il a été un pionnier de la radio, hein, dès la fondation de Radio Strasbourg, qu'il a été aussi un pionnier du cinéma, comme l'a montré Odile Gosillon-Fronsac, du cinéma alsacien, enfin pas du cinéma évidemment, mais enfin à son échelle alsacienne, hein, et qu'il a joué aussi ce rôle donc, pour fédérer les artistes alsaciens. Donc tout ça, ça en fait un homme de son temps, hein, et pas un homme du passé qui a l'œil dans le rétroviseur et d'une Alsace éternelle. Alors c'est vrai que aussi ces gens-là, comme souvent le font les gens, on s'inquiète un peu de l'évolution des temps, on regrette le passé, on a une certaine nostalgie, on voit que les choses changent. Alors oui, il y avait une volonté certainement chez lui de conservation, hein, de ses usages, de ses costumes, qui peut aujourd'hui nous paraître folkloriques. Hein. On est d'accord avec ça. Voilà, c'était comme ça qu'on pensait à l'époque. Et c'est sûr que quand il peint ses portraits de paysans alsaciens, c'est en quelque sorte pour arrêter le temps. Hein.
Ce sont des vieillards en général qui sont à la fin de leur vie. Hein. Et voilà, autant suspend ton vol et laisse ces gens-là qui vont bientôt mourir et qui vont mourir avec une civilisation, entre guillemets, hein, avec voilà, des pratiques, des usages, etc. Donc ça, voilà, ça c'est sûr. Ça, il y a cette dimension conservatrice. J'ai découvert quelque chose d'assez intéressant il y a quelques temps, parce que je travaille un peu plus sur cette histoire maintenant, c'est qu'ils sont quand même brouillés avec Charles Spindler à la veille de la guerre. Hein. Et Charles Spindler a tenté de faire un putsch pour prendre le contrôle de la maison d'art alsacienne, et mon grand-père a résisté, et a réussi à noyauter l'Assemblée générale pour éviter ce putsch. Donc, mais après la guerre, ils sont devenus tout à fait amis. Alors, ce qui s'est passé, je connais moins bien cette histoire après la guerre du point de vue artistique, mais progressivement, ils sont devenus des gens arrivés, des gens qui vieillissaient, et il y a donc eu des jeunes qui ont émergé, bien entendu. Hein. Donc ces jeunes, ils ont roulé dans les brancards, et Stoskopf, il voulait effectivement peut-être sans doute le blackbouler ou le supplanter, etc., etc. Donc ça, c'est des conflits de génération, si vous voulez, qui font que ils deviennent, par la force des choses, ils deviennent des notables, hein, installés, et donc il y a un bouillonnement, évidemment, à la base, qui les bouscule un petit peu. Hein. Un certain nombre de créations qui se sont faites à l'époque ont survécu jusqu'à nos jours. Le théâtre alsacien, ça existe toujours, on en pense qu'on veut, mais ça existe toujours. Le musée alsacien, évidemment, il est institutionnalisé. L'association des artistes indépendants d'Alsace, c'est aussi quelque chose qui existe, même si peut-être son rôle est davantage marginal aujourd'hui, mais ce sont des choses encore qui survivent et qui existent, enfin qui font plus que survivre pour le théâtre alsacien, je pense. S'il n'y a pas d'école de Saint-Léonard, c'est un groupe. Hein. C'est un groupe sans règles du jeu, sans style préétabli, et il n'y a pas vraiment d'école. Hein. C'est-à-dire que d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder leur production est extrêmement diverse et variée, du point de vue pictural notamment. Hein. Et puis du point de vue des réalisations, il y a des peintres, mais il y a aussi des musiciens, il y a voilà, il y a toutes sortes de genres. Donc c'est pas vraiment une école. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez oublié. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si moi, maintenant, je suis devenu un militant de la cause stoskopfienne, c'est parce que je considère que mon grand-père était quand même injustement oublié, même totalement négligé. Je prends un exemple, puis j'en profite puisque je suis devant les caméras, je prends l'exemple de l'exposition Strasbourg, Carrefour de l'Europe, où il était complètement occulté. C'est comme s'il n'avait pas existé. Hein. Donc là, je trouve ça quand même un peu gros, si vous voulez. Hein. Donc c'est vrai que... Mais, si vous regardez quand même les livres d'histoire qui ont paru, alors vous allez rire, mais il y a maintenant 20 ans ou 30 ans, quand même la place qu'ont tenue ces gens-là dans l'histoire d'Alsace et dans l'histoire culturelle de l'Alsace et dans l'histoire artistique, elle est tout à fait reconnue. Annecy, c'est une récréation. Alors ça, c'est des mystères, si vous voulez, de la postérité, de la mémoire, des modes, de tout un tas de choses. Mais Annecy, c'est quand même une recréation assez récente, je crois. Hein. Moi, je suis pas tout à fait à l'aise avec cette idée qui est souvent écrite, d'une invention de l'Alsace. Hein. Moi, je dirais plutôt prise de conscience de quelque chose qui... peut-être avant était très banal, parce que finalement, toutes les provinces françaises ont comme ça on est bien d'accord, toutes les provinces françaises et allemandes sans doute, et en Europe, ont leurs coutumes, leurs costumes, etc. Donc quelque chose qui est très banal, et qui prend alors c'est là où on peut peut-être se retrouver sur invention, qui prend une nouvelle dimension sous le régime allemand, hein, si vous voulez. Hein. Et à partir de ce moment-là, chez ces artistes, il y a une volonté de mettre tout ce patrimoine en valeur. Hein. C'est un patrimoine. Hein. Moi, je pense plus à l'idée de patrimoine. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va être un bon argument, mais mon grand-père s'est aussi beaucoup engagé pour la conservation du bain aux plantes à Strasbourg. Il a été le fondateur de la première société pour la conservation des monuments historiques, enfin, pour la conservation du vieux Strasbourg, pardon, pas des monuments historiques, mais du vieux Strasbourg. Hein. Donc ce n'était pas uniquement une
voilà, il y avait je pense que plutôt ils ont inventé un patrimoine, alors peut-être on va dire, hein, si vous voulez, si on veut tomber d'accord, ils ont inventé un patrimoine. Mais exactement comme aujourd'hui, nous inventons le patrimoine industriel. L'Alsace est un territoire surpeuplé. Il ne faut pas oublier que les densités sont quand même le double au XIXe siècle de la moyenne française, hein, et qu'il faut trouver du boulot, il faut travailler. Il y a effectivement un esprit d'entreprise et puis comment dirais-je, une volonté de travail. Enfin, je ne dis pas une volonté de travail, c'est pas le bon mot. Hein. Il y a un travail intensif, il y a une intensification du travail. Voilà, on travaille de façon intensive. Agriculture intensive, hein, et comme je l'ai dit, petite industrie intensive. Hein. C'est-à-dire qu'on cherche à tirer le maximum de tout ce qu'on peut, aussi bien de la terre en cultivant le tabac, le houblon, les asperges, la vigne évidemment, la garance et autres choses, mais on cherche aussi à travailler pour trouver 3 francs 6 sous, parce que très souvent, effectivement, les gens sont très très pauvres. Et il y a notamment dans cette Alsace du 19e siècle, et ça c'est resté jusqu'en 1914, il y a une très importante industrie à domicile, c'est-à-dire de gens qui travaillent chez eux, de femmes, d'enfants, hein, qui travaillent chez eux, qui tressent des chapeaux de paille, qui tricotent des chaussons, qui fabriquent des petits objets comme ça. Et je pense que toute cette intensivité du travail, elle explique quand même, jusqu'à nos jours, la prospérité économique de l'Alsace, c'est-à-dire que l'Alsace, comme vous le savez, n'est pas un territoire de mono-industrie, c'est une grande région industrielle, ce qu'on oublie quelquefois, hein, parce pour revenir à la Mifritz, hein, les beaux petits villages, les colombages, etc., etc., on oublie que c'est une grande région industrielle, hein, et ceci depuis donc 2 siècles, mais notamment dans la partie barinoise, plus que la partie orinoise où le textile avait joué une très grande importance, dans la partie barinoise, une région de pluriactivité, hein, de pluri-industrie, hein, de PME, etc., etc. Voilà. Et où les gens, effectivement, ont un certain sens, alors ça, on va tomber dans les lieux communs, vous allez me dire, mais un certain sens du travail bien fait, hein, une certaine discipline, on va tomber dans les lieux communs, hein, mais je pense que ceci vient de loin, hein, et se transmet effectivement de génération en génération. Moi, je dirais que être alsacien, on va pas, c'est habiter l'Alsace, c'est s'y sentir. Alors, je vais peut-être dire des banalités là, excusez-moi, hein, mais c'est s'y sentir à l'aise, c'est ne pas s'y considérer comme dans un pays étranger, parce que vous savez souvent quand les Français de l'intérieur viennent en Alsace, et quelquefois, maintenant ça a un peu disparu. Mais je me souviens que dans le temps, si j'ose dire, quand on accueillait des amis parisiens, ils avaient l'impression d'être un peu à l'étranger quand ils arrivaient en Alsace. Donc voilà, donc être alsacien, c'est s'y sentir à l'aise. C'est quelquefois employer des tournures du français, parlé en Alsace, c'est-à-dire par exemple que moi maintenant je vais dire que demain ils veulent du beau temps, hein. Voilà, voilà, moi je n'ai pas d'autres revendications et d'exigences pour ça. Et puis c'est certains comportements, effectivement, c'est partager certains comportements banals. Mais être alsacien, c'est pas être forcément dans une région administrative alsacienne. Voilà. Moi, ça pour moi, je fais la différence très nette entre la région administrative et puis l'Alsace. Hein. Parce que finalement, la région administrative alsacienne, ça a existé très peu de temps. Hein. Ça a existé très peu de temps entre les années, je ne sais plus, la régionalisation, enfin, les années 70-80, et puis il y a quelques années. Hein. Bon, enfin, avant, on n'a pas connu de région Alsace. Il y avait, sous le régime allemand, c'était Elsass-Lothringen. L'Alsace-Lorraine, c'est typiquement un concept allemand. Hein. Elsass-Lothringen, Alsace-Lorraine. Hein. Après, c'est devenu, après 1918, on dit Alsace-Moselle. Bas-Rhin au Rhin. Voilà. Hein. Donc pour moi, ce n'est pas lié, en tout cas, à
à une direction politique ou à une région administrative. C'est plus profond que ça. Et l'Alsace, dans le Grand Est, elle a un rôle moteur à jouer, je crois. Moi, je crois que c'est pas forcément c'est pas forcément un handicap d'être associé à la Lorraine et à la Champagne-Ardenne, aux ex-régions de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Je pense que l'Alsace a un rôle moteur à jouer, un rôle notamment, évidemment, pro-européen, un rôle de frontalier, enfin de transnational, etc., etc. Il y a la question du dialecte qui est évidemment grave, parce qu'une langue qui disparaît, c'est toujours extrêmement grave quand même pour une population. Mais sinon, il ne faut pas s'attacher à certains signes extérieurs, je dirais justement folkloriques. Et après, il y a, je pense, alors qu'est-ce que je vais dire, dans une population, je ne vais pas dire un peuple, dans une population, il y a des choses qui viennent de très loin, je pense, et qui se transmettent. Et qui se transmettent par tout un tas de choses qui sont évidemment blackboulées aujourd'hui, comme la religion, comme etc., etc. Mais il y a des choses qui se transmettent dont on n'a pas toujours nécessairement conscience, mais qui sont des comportements qui sont ancrés dans les familles, chez les gens. Voilà.